Bonjour, mesdames, messieurs, bienvenue à l'émission à la Une. Quel est le moral des consommateurs en cette fin d'hiver qui s'obstinent à ne pas céder sa place au printemps? Bien, plutôt maussade. C'est ce qu'on pourrait retenir du sondage Altus dévoilé en début de journée par le Conseil québécois du commerce de détail. En gros, et bien sûr, la boutade sur l'hiver n'a rien à voir avec l'état d'esprit des consommateurs. Les Québécois sont prudents. Ils entendent garder les mains dans leur poche peut-être un peu plus que d'habitude au cours des prochains mois, ou en tout cas être prudents. Parce que, et on va le constater tout à l'heure, la morosité économique est encore bien présente. Les intentions d'achat sont en baisse pour à peu près toutes les catégories de produits et de services, sauf ce qui touche la mode, les chaussures, les vêtements, ça demeure en croissance. Certains diront justement que ça nous ramène avec l'hiver qu'on a et le besoin de bien se couvrir. On va parler de tout ça avec Yann Simon, qui est professeur agrégé au département de management de la Faculté des sciences d'administration de l'Université Laval. Bonjour Yann. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Alors, on va parler même tout à l'heure d'endettement avec une autre invitée, Mme Josée Pomerleau, qui est syndic chez Pomerleau et associée, qui va écouter toute la conversation de toute façon et qu'on va retrouver tout à l'heure. Mais d'abord, un petit survol, Yann, de ce que le Conseil québécois du commerce de détail avait à nous apprendre en début de journée. J'ai entre les mains leur étude. On va regarder quelques tableaux. D'abord, sur l'état d'esprit des consommateurs québécois. Quand on leur demande, est-ce que votre situation financière s'est améliorée depuis un an? C'est le cas de 16 %, c'est stable pour 63 % des gens, puis ça s'est détérioré pour 22 % des gens. Maintenant, est-ce qu'on pense que ça ira mieux ou que ce sera stable ou moins bien? Encore là, c'est un portrait assez stable. Il n'y a pas vraiment de gros changements de ce côté-là. Par contre, quand on parle de la situation globale de l'économie québécoise, là, on voit vraiment l'inquiétude qui s'étend même, parce qu'il n'y a que 12 % de Québécois, de consommateurs québécois, qui pensent, et là, ce sont des données qu'on a recueillies en janvier et février, donc c'est tout récent, que ça va s'améliorer au Québec. On parle de situation économique globale. 32 % des gens pensent que ça va rester pareil, donc un Québécois sur 3. Et il y a un Québécois sur 2 qui pense que ça ira moins bien dans l'avenir, à tel point que quand on leur demande pour les 3 prochaines années, qu'est-ce qu'ils pensent de l'évolution de la situation économique québécoise et donc de leur chance de voir leur niveau de vie s'améliorer, donc de consommer plus, bien là, le portrait est carrément sombre parce qu'il n'y en a que 27 % qui s'attendent à ce que ça aille mieux et 45 % pensent qu'ils pourraient être touchés par le chômage ou pire, une récession. Yann Simon, d'abord un premier commentaire sur ces données-là. Est-ce que nos Québécois sont trop pessimistes ou simplement réalistes? Je dirais un peu des deux. Je crois qu'il y a beaucoup de pessimisme parce que les gens ne voient pas la reprise se matérialiser. On se rappellera que la reprise chez nos voisins américains, notamment, est assez faible. Chez nous, on n'a pas nécessairement subi les contre-coups aussi forts de la dernière crise économique, mais on sent que les consommateurs sont, disons, très effarouchés. Ils ont peur du futur et l'environnement économique actuel ne nous donne pas les outils pour les rassurer. Et on le voit très bien dans les achats de biens durables, notamment, qui, les intentions d'achat de biens durables ne sont pas au rendez-vous. Vous mentionniez en introduction, notamment, vêtements, souliers, c'est parce que les consommateurs veulent se faire plaisir immédiatement, veulent se sentir bien, mais malheureusement, là, pour l'avenir, oui, on voit effectivement ce pessimisme-là se manifester dans les intentions d'achat. Et ça, je vous dirais que c'est malheureusement pas toujours en phase avec les prévisions de croissance économique ou même la croissance économique réelle qu'on voit, mais ça reflète une attitude très prudente parce que beaucoup de gens ont été probablement traumatisés par la dernière récession ou en tout cas affectés négativement puisqu'on parle de plein de choses, en caisse de retraite, prix à la consommation, difficile négociation dans plusieurs industries et donc les gens ont beaucoup de difficultés à se projeter dans le futur. Et peut-être aussi, je ne veux pas faire de la sociologie, de la socio-économique, mais la crise ou la récession dont on s'est sorti, techniquement, ça fait longtemps que c'est fini, elle a marqué profondément. Yann, vous parliez de traumatisme. On a l'impression que c'est vraiment ce qui s'est passé par rapport aux récessions. Il y en a eu dans les années 90. Dans les années 80, l'économie était assez traditionnelle dans ce temps-là. Et quand la récession était terminée, au bout de 6 mois, 9 mois, ça repartait, puis on oubliait ça. Mais là, cette fois, c'est comme si on était un peu en terrain inconnu. L'incertitude dans le cœur et dans le portefeuille des gens, c'est toujours là. Hein?
Bien, tout à fait. Et puis, les gains de productivité qu'on voit se matérialiser ne sont pas nécessairement accompagnés de création d'emplois. Au contraire. Et ça vient beaucoup inquiéter les gens, notamment ceux qui ont peur de se retrouver sur le chômage. Et il faut dire que notre secteur manufacturier est, encore une part importante de notre économie, mais n'est pas dans la santé, la bonne santé, qu'on a pu constater il y a plusieurs années. Donc là aussi, il y a beaucoup d'incertitudes et les consommateurs sont, ma foi, un peu plus... sont pas encore ragaillardis, donc. Oui. On va aller voir du côté du sondeur qui a fait le travail pour le Conseil québécois du commerce de détail. C'est Jean-François Grenier du groupe Altus. Ma collègue Chouane Pham s'est entretenue avec lui un peu plus tôt quand il a présenté ses chiffres. Il nous explique pourquoi le niveau de vente de 2014 sera à peu près le même qu'en 2013. Donc, c'est une ligne là, plane, une stabilité qui va se maintenir encore pour les prochaines années. On va l'écouter et ensuite on revient à Yann Simon. On voit une certaine embellie toutefois au niveau des achats importants, puisque le pourcentage des Québécois qui nous ont dit avoir l'intention, on verra si ça se concrétise en achat réel, mais qui ont dit avoir l'intention de faire un achat important tel automobile ou électroménager ou meubles, a quand même augmenté sensiblement par rapport à 2013. Mais grosso modo, la situation devrait être sensiblement la même qu'en 2013. Qu'est-ce qui peut expliquer cet état d'esprit des consommateurs? Bien, il y a plusieurs choses, je crois. Je pense que la situation économique n'aide pas nécessairement. Les gens sont quand même craintifs peut-être d'une possibilité d'une augmentation du niveau de chômage ou d'une récession. Deuxièmement, il faut comprendre que les ménages aussi ont fait le plein d'un certain nombre de produits au cours des années antérieures. Alors, ça aussi, à un moment donné, les gens ralentissent. Puis il y a les démographies également. Il ne faut pas oublier qu'en 2011, les plus vieux baby-boomers, ceux qui sont en 46, ont atteint l'âge de 65 ans et ça représente quand même le tiers de la population. Et pendant les 20 prochaines années, tous les baby-boomers passeront auront entre 65 et 85 ans. Et on sait que les ménages ou les personnes plus âgées dépensent moins, substantiellement moins dans certaines catégories de produits. Alors, ça aussi, il y a des phénomènes conjoncturels, il y a des phénomènes structurels comme la démographie qui jouent là. Donc, il manque de jeunes pour consommer? Et il manque certainement de jeunes pour consommer parce que ce sont les jeunes qui consomment le plus. Et on peut s'attendre quand même pour les prochaines années, et puis quand je dis à moyen terme, à une certaine stabilisation du niveau des ventes. Là, je douterais qu'on voit des croissances annuelles de l'ordre de 5-6 pour l'ensemble du commerce de détail, là, on s'entend, au cours des prochaines années. Pour certains types de biens, c'est le tiers des Québécois qui vont comparer les prix sur Internet avant de faire un achat, que ce soit sur Internet ou en magasin. Donc, la présence sur Internet demeure quand même relativement importante. Le deuxième élément, moi, je crois qu'il est très important à surveiller, c'est tous les produits de seconde main. Et ça, je pense que c'est une tendance qui est lourde, parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Quand on achète de seconde main, un, on paie moins cher. Deux, on ne paie pas de taxes. Hein? Alors, il y a plein de produits où les gens, maintenant, décident de faire leur achat sur Internet pour toutes sortes de considérations économiques pour payer moins cher, mais également environnementales, particulièrement chez les plus jeunes qui se disent... Pourquoi acheter neuf quand quelqu'un est en train de vendre un produit qui fera mon affaire, même s'il y a un petit peu d'usure? S'il y a une région au Québec qui s'en tire plutôt bien, c'est la région métropolitaine de Québec. Depuis quand même un certain nombre d'années, le taux de chômage est au plus bas. Il y a quand même des projets intéressants. Bon, il y a beaucoup de choses dans ce que Jean-François Grenier vient de dire. On y revient avec tout de suite Yann Simon dans nos studios à Québec. Commençons par la fin. Là. Ça a l'air de rien, mais l'effet Kijiji, là, c'est très réel et beaucoup de gens dépensent beaucoup d'argent en achetant des produits usagés ou en faisant une forme de troc même sur Internet. Ça mine les ventes au détail classiques, ça. Bien, c'est-à-dire qu'avec l'Internet, vous avez raison de le mentionner, il est plus facile maintenant d'avoir accès à des produits usagés ou légèrement utilisés qu'il y a quelques années. Et puis, grâce à l'utilisation de photos et autres caractéristiques multimédia, c'est plus facile aussi d'avoir une idée de la qualité du produit. C'est beaucoup moins onéreux qu'à l'époque où, vous vous souvenez, là, les gens parcouraient les petites annonces et devaient physiquement se déplacer avant de dire aux gens que oui, ils achetaient un bien ainsi de donné.
Donc, ça, c'est beaucoup plus facile. Il y a aussi le fait que, bon, beaucoup de jeunes, notamment, sont engagés là, dans une démarche qui est plus éco-socio-responsable. Et ça, c'est une tendance lourde, une tendance de niche, certes, mais une tendance quand même lourde et très rigide en termes de préférence dans cette niche-là. Ouais. Donc, c'est pas des gens qui vont passer du jour au lendemain là, à la catégorie d'acheteurs de biens neufs durables. M. Grenier disait qu'on manquait de jeunes consommateurs, mais ceux qu'on a, vous le dites, Yann, d'abord, ils savent exactement ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Donc, il faut savoir comment répondre à leurs besoins. Est-ce que nos commerçants sont prêts à s'adapter à ça? Bien, c'est là que c'est très intéressant parce qu'on voit, surtout chez les jeunes, un désir d'utilisation de la technologie beaucoup plus fort, comparable à ce qu'on peut voir en Europe ou aux États-Unis. Et du côté des processus de paiement, on voit que les consommateurs, bon, la moitié des consommateurs, grosso modo, est en mesure de payer avec un téléphone intelligent, un SpeedPass là, ou ce genre d'outils-là. Ouais. Mais c'est surtout les plus jeunes qui le font et pas les plus vieux. Et on voit donc un certain conservatisme dans les tranches d'âge plus avancées. Là. Et ça va venir aussi affecter les patterns de consommation, malheureusement, pour les détaillants. Les chiffres sont assez révélateurs là-dessus sur la simple possession d'un téléphone intelligent, là, appelons ça comme ça. Chez les 18-34 ans, c'est 70 %. Chez les 55-64 ans, c'est 24 et vraiment, la courbe là, descend comme ça. Et ces fonctions, notamment de l'âge, on le voit bien, mais aussi des revenus familiaux, là, où plus les revenus augmentent, plus ce type d'appareil est utilisé, et aussi la fonction de paiement qui permet de se servir du téléphone comme d'une carte de crédit, dans le fond. Bien, tout à fait. Et vous le verrez de plus en plus, ça va affecter physiquement les détaillants. On a parlé récemment sur vos ondes, notamment de Staples, qui fermait des succursales aux États-Unis. On a vu Best Buy aussi. Et le magasin physique change. Il devient de plus en plus une salle de montre, au risque de faire de la redite. Mais il reste que les jeunes, à mesure qu'ils prennent leur place dans les consommateurs et que les retraités voient leur pattern de consommation se stabiliser, vont transformer radicalement le paysage du détail et les détaillants doivent se préparer, pas nécessairement à gérer une décroissance, mais à gérer un changement dans les habitudes des consommateurs. Et la stabilité qu'on voit en ce moment, c'est une stabilité qui est probablement plus imputable aux boomers qui cheminent tranquillement vers une retraite, mais à mesure qu'ils se retirent, vous allez voir que la manière d'acheter va changer de façon très, très importante. Est-ce qu'il faut s'attendre d'ici 10 ans, par exemple, ou même 5 ans, à ce qu'il y ait moins de points de vente, moins de magasins ayant pignon sur rue, carrément? Peut-être, s'il n'y en a pas moins, ils seront configurés différemment, plutôt sous un format de type salle de montre ou un format beaucoup plus expérientiel où on va aller voir un produit, l'essayer, le manipuler et ensuite l'obtenir par un autre canal de distribution qui serait électronique ou en ligne. Et c'est un pattern qui est cohérent avec les catégories les plus jeunes de la population. Mais là, c'est un peu le monde à l'envers parce que présentement, on a l'impression que les gens utilisent Internet souvent pour comparer, aller voir des prix, puis ensuite se rendre dans les magasins pour faire l'achat, essayer d'abord le produit et faire l'achat. Ce que vous nous dites, c'est que ça va être le contraire? Bien, c'est-à-dire pas nécessairement le contraire, mais que les jeunes explorent beaucoup sur Internet, mais ont aussi une dimension expérientielle liée à un achat. Les achats plus compliqués. Pensez à, dans les épiceries, par exemple, vous pourrez voir plus d'interactivité dans les étagères, plus de dégustation. Dans les magasins de sport, même chose, où on vous prêtera probablement du matériel de sport pour que vous alliez l'essayer, ce qu'on essaie de faire notamment dans le milieu du ski de plus en plus. Donc, vous voyez ce genre de petites choses-là qui, à la marge, ne semblent pas trop différents de ce qu'on a vu dans les années précédentes. Mais d'ici 10 à 15 ans, ce sera un paysage détail qui sera peut-être dans l'apparence qui ressemblera à ce qu'on vit en ce moment, mais dans la manière de consommer, là, il y aura des différences notables dans le processus de consommation comme tel. À chaque année, le Conseil québécois du commerce de détail établit son indice de confiance des consommateurs. Là, on est à 86,4 à l'hiver 2014. On était à l'hiver précédent à 88. Ça avait monté à 93 à l'automne. Est-ce que c'est un bon indicateur, d'après vous? C'est un indicateur qui donne une idée de ce que les gens pensent. Donc, c'est-à-dire que, il n'y a rien d'aussi réel que ce que les gens posent comme geste. Mais pour savoir ce que les gens pensent, c'est un très, très bon indicateur pour estimer, si on veut, là, le pouls de la population. Malheureusement, le mécanisme pour traduire ça en intention d'achat, c'est-à-dire l'intention en achat réel, c'est un mécanisme un peu plus complexe et j'ai
j'ai énormément de collègues qui se penchent là-dessus. Ah oui? Mais vous savez, il y a plusieurs études qui disent que, bon, si les intentions d'achat ne sont pas nécessairement une variable prédictive parfaite là, pour l'achat réel, il reste que c'est probablement ce qu'on a de mieux sous la main en ce moment. Bon. Un mot, Yann, parce qu'on va en reparler après la pause avec notre prochaine invitée, Mme Pomerleau. Un mot sur le phénomène de l'endettement. On en parle constamment. Endettement, surendettement. On est endetté à 164 de nos revenus. Ça fait peur aux consommateurs ou ils sont carrément étranglés par les dettes? Quelle est la réalité dans tout ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, on vit dans un environnement de taux d'intérêt relativement faible et de financement accessible. Donc, il n'y a pas de raison pour que les consommateurs se sentent trop étranglés en ce moment. Là où le bas blesse, et c'est peut-être là qu'on voit beaucoup d'incertitudes, c'est qu'on sait que les taux d'intérêt monteront et donc les gens auront probablement plus de problèmes à financer leurs achats, donc les menus achats sur des cartes de crédit, mais aussi les achats de biens durables. Et ça va faire très, très mal lorsque les taux monteront. Ouais. Mais imaginez... Il faut savoir que la consommation dépend de la finance de plus en plus et ça, on disait que les Américains étaient trop endettés. Et bien maintenant, nous sommes, à toute fin pratique, un peu plus endettés qu'eux, donc on ne peut pas trop lancer la pierre. On les regardait de haut il n'y a pas si longtemps. Hein? On disait, ils sont endettés. On les a dépassés là-dessus. Mais justement, ça fait au moins 2 ans qu'on dit aux consommateurs, attention, préparez-vous, les taux d'intérêt vont monter. Or, parce que l'économie est trop faible, ils n'ont pas encore monté. Les banques centrales les gardent au plancher. Mais si depuis 2-3 ans, on se fait dire qu'ils vont monter, ou les consommateurs se font dire ça, ça doit certainement miner leur morale aussi et peut-être les restreindre déjà dans leur consommation, alors qu'il n'y a pas eu d'effet jusqu'à maintenant là, sur leur endettement ou sur le coût de leur endettement. Bien, c'est-à-dire, c'est surtout sur le coût de l'endettement, parce que l'endettement, lui, bon, il augmente, mais c'est sur le mode de financement aussi que ça aura un effet éventuellement. Beaucoup de consommateurs utilisent trop souvent la carte de crédit comme un moyen de financer des achats, et ça, c'est probablement un véhicule qui n'est pas destiné à ça. Vous voyez aussi que les banques centrales, vous le dites avec justesse, veulent resserrer les taux d'intérêt tranquillement. En ce moment, on resserre les opérations exotiques qui ont un effet sur la masse monétaire, donc les consommateurs ne le ressentent pas tout de suite. Mais lorsqu'il va avoir des effets sur le taux d'intérêt comme tel, comme on peut le sentir sur les hypothèques, M. Flaherty veut resserrer ce côté-là de l'équation, et bien là, les consommateurs ont raison là, de regarder le futur avec beaucoup de préoccupation. Donc, en 30 secondes, on est condamné ou les marchands sont condamnés à vivre une période de stagnation ou à peu près de faible croissance? Oui, et surtout à se transformer pour justement la masse de consommateurs plus jeunes qui va radicalement changer ses habitudes de consommation et le processus d'achat devra être ajusté en tant que tel. Et malheureusement, au Québec, on est un peu à la traîne à la fois des États-Unis, pensez à la côte ouest, mais aussi de certains pays européens. Et il va falloir prendre le virage très vite parce que sinon, nos détaillants souffriront. Monsieur Simon, merci beaucoup. À bientôt, Yann. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Au retour, José Pomerleau, syndic chez Pomerleau et Associés, nous parle de l'endettement, oui, mais aussi des propositions de consommateurs. Qu'est-ce que c'est? On vous explique. On parlait de consommation, bien sûr, et de tendance de consommation avant la pause. On va parler maintenant plus amplement du phénomène de l'endettement ou du surendettement quand c'est rendu qu'on est dans le bureau du syndic et qu'on est menacé de faire faillite. C'est parce qu'on a certainement eu des problèmes, on a peut-être exagéré la consommation, on a peut-être perdu son emploi. Ce n'est pas des situations faciles. José Pomerleau est présidente de Pomerleau et Associés, un cabinet de syndic présent un peu partout au Québec. Bonjour, Mme Pomerleau. Bonjour. D'abord, ce que vous avez entendu, ce qu'on dit souvent sur l'endettement, les taux d'intérêt, le portrait que vous constatez, qu'est-ce que c'est? Effectivement, il y a beaucoup de dossiers d'insolvabilité au Québec et ça date depuis le début des années 2000. Il y a vraiment un moment à partir duquel... Là... Ah oui? Les années 2000 a marqué une grande coupure. Est-ce qu'on sait pourquoi? L'accessibilité au crédit, essentiellement. Le crédit facile. Crédit facile. En fin des années 90, habituellement, je voyais une personne dans mon bureau qui avait une carte de crédit, parfois 2. OK. À partir des années 2000, là, on parle de 4, 5, 6. Jusqu'à 10 cartes de crédit. Il faut dire que l'industrie du crédit court après les consommateurs aussi. Là. Tu multiplies les offres, dors la pilule. Tout à fait. C'est tentant, là. C'était facile d'avoir un prêt personnel auparavant. Maintenant, ce ne l'est plus. Les banques vont diriger les consommateurs vers des cartes de crédit. Les taux d'intérêt des cartes de crédit beaucoup plus élevés aussi que dans les prêts personnels. Donc, quand on dit que les taux sont très bas, ça dépend de quoi on parle. C'est très bas pour des hypothèques.
Mm-hmm. Mais pas nécessairement pour de la consommation? Bien, les cartes de crédit, on parle de 20 jusqu'à 20-22 habituellement, mais ça va jusqu'à du 30-32 là. Mais pourquoi est-ce que les gens ne prennent pas des marges de crédit à des taux beaucoup plus bas? Une marge de crédit, il faut avoir quand même de l'équité. Souvent, ça va être une marge de crédit hypothécaire qu'on va voir. Et là, on a une équité sur la maison. C'est pour ça qu'on va avoir une marge de crédit. Sinon, c'est impossible. Les banques ne nous prêteront pas avec une marge de crédit. Le résultat, c'est qu'il y a beaucoup de faillites. Beaucoup de faillites. Les derniers chiffres qui existent. Presque 40 000 dossiers d'insolvabilité. Ce n'est pas nécessairement juste des faillites. Il y a des propositions. 14 700 dans ça représentent des propositions de consommateurs. Qu'est-ce que c'est la proposition de consommateur et pourquoi est-ce qu'on en parle tellement dernièrement? On en parle tellement. Il faut dire que la proposition de consommateur, en 2009, la loi sur la faillite a changé. Et c'est la loi sur la faillite qui va gérer la proposition de consommateur. On a assoupli les règles pour permettre à un plus grand nombre de consommateurs de pouvoir accéder à cette proposition-là. Donc, une proposition, c'est un règlement que le syndic va négocier avec l'ensemble des créanciers du consommateur. Ça va être un montant forfaitaire, ça peut être un montant mensuel selon le budget de la personne. Mais dans les arrangements avec les créanciers, c'est pas déjà ça qu'on faisait quand on faisait une faillite? Non, une faillite, on saisit habituellement la majorité des actifs, bien qu'il y ait des actifs qui ne soient pas saisissables. Par exemple, les effets personnels, les meubles, certains outils de travail. Pas les assurances? À l'occasion, c'est saisissable. OK. Mais la proposition, elle, vous ne faites pas faillite? La proposition, ça permet à un débiteur, un consommateur, de conserver ses actifs tout en réglant une partie de ses dettes. Et il n'est pas obligé de payer la totalité de ses dettes. Habituellement, il s'en tire à combien? 50 de la dette. OK. J'ai 100 000 de dette. On peut régler pour 50. Et il y a combien de temps pour payer ça? C'est du cas par cas, bien sûr. Oui. Ça ne peut pas s'échelonner. Maximum, la période, c'est 5 ans. Au-delà de ça, c'est une autre proposition et on appelle ça une proposition concordataire. Alors, cette proposition-là, c'est assez facile à négocier dans le sens qu'on a juste besoin qu'il y ait 50 des créanciers en valeur, $1, un vote, qui votent en faveur de cette proposition-là, plus un. Et la proposition, elle est acceptée et lie l'ensemble des créanciers. Donc, même si un créancier vote contre, il est lié par cette proposition. Il n'y a pas le choix d'accepter parce qu'au vote, la majorité a choisi qu'on l'acceptait. Voilà. Ça permet aux créanciers de recevoir une somme beaucoup plus importante au niveau monétaire, mais ça permet aussi aux débiteurs de conserver ses actifs. Donc, sa maison? Donc, sa maison, à l'occasion des REER, un placement. Parce que c'est ça, on peut avoir des REER, mais être surendetté en même temps. Tout à fait. Puis on veut pas, parce que ça, c'est pour le long terme, on essaie de ne pas y toucher. Donc, on peut protéger ça. Oui, mais même en faillite, des REER, on peut les protéger parce que la loi l'a changé justement en 2009 pour permettre la protection des REER dans certains cas. Qu'est-ce qui est le mieux, la proposition ou la faillite? Les deux cas sont excellents. C'est deux bonnes solutions. Parfois, la faillite, c'est la seule solution. Et ça nous permet de repartir à zéro, de tourner la page. C'est plate, mais c'est ça. Il faut s'arrêter là-dessus. C'est plate, mais c'est comme ça aussi. Merci, Mme Pomerleau.